y a des nuits dont on ne revient jamais vraiment. Celles où l'on croit être en sécurité dans sa maison, dans sa chambre, dans une fête. Et puis, quelque chose change. Un détail, une ombre, un silence trop long. Ce que vous allez lire est une série de récits réels, racontés à la première personne, liés non pas par un lieu, ni par un coupable, mais par une même sensation viscérale, la peur inexplicable. Une maison vide, un masque dans un salon, un homme qui connaît votre nom sans que vous ne l'ayez jamais vu. Asseyez-vous, éteignez la lumière et laissez-vous emporter. Si vous aimez les histoires vraies, glaçantes, racontées avec soin, abonnez-vous et activez la cloche. Vous ne verrez plus vos nuits de la même façon. Cela s'est produit il y a plusieurs étés, alors que je vivais encore dans la maison de mon enfance, sous le toit de mes parents. J'avais 17 ans. Un week-end, sans prévenir, mes parents décidèrent de partir quelques jours, me laissant seul à la maison. Une chose rarissime, ils étaient le genre de personnes toujours présentes, constamment en train d'entretenir la maison, de vérifier que tout tourne rond. Jamais je ne les avais vus s'octroyer une pause ensemble, s'éloigner de leur sanctuaire domestique. Naturellement, j'ai voulu profiter de cette liberté soudaine, un moment presque mythique. J'ai donc invité MJ, ma petite amie de l'époque, à passer le week-end. MJ, c'était un mélange d'espièglerie et d'intensité. Il y avait en elle une étincelle de malice permanente, une forme de légèreté dangereuse. C'est aussi sans doute ce qui avait mené à notre rupture, mais inutile d'ouvrir ce tiroir trop tôt. Dès qu'elle vit le bassin illuminé à l'arrière de la maison, avec son halo bleu miroitant sous le ciel nocturne, ses yeux s'allumèrent. Elle me lança cette proposition presque innocemment, on devrait se baigner tout nu. Elle avait dit ça avec ce sourire évident, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. J'ai protesté, évoqué les voisins, les risques. Mais elle insista, arguant que cette occasion ne se représenterait peut-être jamais. On avait nagé des dizaines de fois ensemble, mais jamais ainsi, jamais dans une nudité aussi symbolique, presque sacrée. Moi, j'avais toujours été le garçon bien élevé, discret, respectueux des règles. Mais MJ avait cette façon de rendre la transgression séduisante, presque poétique, et je l'avoue, son enthousiasme m'a gagné. Alors on s'est glissé dans l'eau, riant, éclaboussant, entouré par la douceur de l'air d'été. C'était romantique, cliché peut-être, mais réel. L'eau chaude caressait notre peau, tandis que la fraîcheur nocturne formait une bulle d'intimité irréelle autour de nous. La piscine était installée juste devant les larges baies vitrées du salon. La nuit rendait l'intérieur visible comme une scène éclairée dans une maison de poupée. Cette transparence étrange me rassurait, comme si, même dans notre isolement, la maison restait connectée à nous, nous enveloppait. Mais ce sentiment de sécurité ne dura pas. Alors que MJ parlait, un sujet dont je ne me souviens plus du tout, mes yeux se sont perdus vers l'intérieur. Et là, j'ai vu une ombre, là sur un mur du salon. Elle était discrète, mais bien réelle. Elle bougeait, lentement, comme quelqu'un avançant à pas feutrés dans notre maison. Mon sang s'est glacé. Je suis resté figé, incapable de détourner le regard, alors que l'ombre glissait hors de mon champ de vision, disparaissant dans les profondeurs du couloir. Mon cœur tambourinait. J'ai senti la panique monter, mais je ne voulais pas effrayer MJ inutilement. « Sors de l'eau vite », lui ai-je soufflé. Pas de question, juste fais-le. Elle a lu la peur sur mon visage. Sans un mot, elle m'a suivi, sortant silencieusement de l'eau. Je lui ai dit d'aller se cacher dans la petite maison de la piscine, d'éteindre les lumières, de ne plus faire un bruit jusqu'à ce que je revienne. Elle acquiesça, le visage soudainement grave, et disparut. Je suis entré dans la maison par la porte de la cuisine, pieds nus, l'eau goûtant encore de mes jambes. Tout était silencieux. Je me suis saisi d'un couteau sur la planche à découper. C'était absurde, peut-être, mais c'était ma seule arme. J'étais décidé à gérer ça seul. C'est ainsi que mes parents m'avaient élevé. En avançant, je remarquais des détails étranges. Une chaise tirée légèrement du tapis, un cadre photo incliné, une tasse posée sur le comptoir que je ne me souvenais pas avoir utilisé. Rien de dramatique, mais chaque élément résonnait comme un avertissement silencieux. Ce n'était pas un cambriolage typique. Mon esprit commença à envisager autre chose. Peut-être que ce n'était pas un voleur.
Peut-être que c'était quelqu'un d'autre. Chaque pas me coûtait un battement de cœur. Je m'attendais à être attaqué d'un moment à l'autre, mais rien. Toutes les portes étaient verrouillées, toutes les fenêtres fermées. J'ai fouillé la maison de fond en comble sans jamais trouver la moindre présence humaine. Finalement, j'ai appelé la police. 2 agents sont venus rapidement. Ils ont inspecté chaque recoin avec professionnalisme. Aucun signe d'effraction, aucune empreinte, aucune réponse. Ils m'ont dit que j'avais peut-être effrayé l'intrus. J'ai acquiescé, mais je n'étais pas convaincu. Trop tard pour faire autre chose, MJ et moi avons décidé de rester malgré la peur. Nous avons verrouillé chaque accès, déplacé des meubles contre la porte de la chambre et tenté de dormir. Vers 4 heures du matin, un nouveau bruit m'a réveillé, le grincement des planchers à l'étage. Je suis resté immobile, les oreilles tendues. Puis des pas, lents, descendant les escaliers. Mon cœur explosa dans ma poitrine. Je saisis le couteau que j'avais laissé sur la table de nuit, dis à MJ de ne pas bouger et je sortis, pieds nus sur le sol froid, prêt à affronter quoi? Je l'ignorais. Mais la seule chose que je vis, c'était la porte d'entrée, grande ouverte. L'inconnu était reparti. Je ne rappelais même pas la police. Il n'y avait rien qu'il puisse faire. Je refermai la porte et retournai au lit sans parvenir à trouver le sommeil. Le lendemain matin, je découvris que tous les couteaux de la cuisine avaient disparu. Pas seulement celui que j'avais pris, tous, ainsi que quelques objets sans valeur, un peu de liquide, 2 montres, de vieux écouteurs, mais c'étaient les couteaux qui me hantaient. Ce n'était pas un vol, c'était un message. C'était l'an dernier, pendant les célèbres Holy Bash de Rowan University, un événement aussi attendu que survolté, sorte de mini-Coachella à la sauce universitaire. Chaque mois d'avril, les pelouses de Holy Bash Green se remplissent de stands, de manèges, de food trucks et de musique. C'est le point d'orgue de l'année pour la plupart des étudiants. Une fête où tout semble permis et où chacun oublie, l'espace d'une nuit, le poids des cours et des responsabilités. J'étais en 2e année, et comme beaucoup, j'avais décidé de profiter de cette soirée jusqu'au bout. J'étais resté tard, probablement trop tard. Vers 2h30 du matin, après avoir quitté l'appartement d'un ami, j'entamais seul le chemin de retour vers Chestnut Hall. Rowan est niché dans une banlieue tranquille, et même en pleine nuit, Glassboro ne m'avait jamais semblé dangereuse. Ce soir-là, pourtant, j'aurais dû être plus attentive. Ce que je ne savais pas, c'est qu'un peu plus tôt, vers 00h30, un groupe d'individus masqués, 10 peut-être plus, avait été aperçu en train de rôder sur le campus. Ils frappaient aux portes, pédalaient à travers les allées désertes et même près de Chestnut. Certains étudiants en parlaient déjà sur les réseaux sociaux, mais moi je ne consultais rien. Mon seul objectif était de regagner ma chambre. Quand je suis arrivé à Chestnut Hall, j'ai passé ma carte pour entrer. Le hall était calme, presque trop. En avançant vers l'escalier, mon regard a été attiré par une silhouette assise dans le salon. Au premier abord, rien d'anormal. Les étudiants traînent souvent dans les espaces communs à toute heure. Mais ce garçon-là portait une cagoule noire. Une vraie, intégrale. Pas un masque Covid. Il restait là, immobile, silencieux. J'ai figé net. Pendant une seconde, j'ai pensé que mon esprit me jouait un tour. Puis il s'est fait lever d'un seul coup, comme actionné par une corde invisible, et s'est tourné vers moi. Je n'ai pas attendu, j'ai couru, le couloir m'a semblé interminable. J'ai foncé dans les toilettes les plus proches, refermé la porte à clé et suis resté là, haletante à écouter. De longues minutes, le silence est revenu, mais mon cœur, lui, battait à tout rompre. Je voulais croire qu'il était parti, juste un mauvais rêve. Une mauvaise blague, peut-être. J'ai entrouvert la porte. Un œil dans le couloir, personne. Alors lentement je suis ressorti, mes jambes tremblaient. Je voulais juste rejoindre ma chambre. Mais au moment où j'approchais du second salon, je l'ai vu à nouveau. Toujours là, toujours masqué. Cette fois il me faisait face. Son vélo était appuyé contre la porte et une chaise était coincée entre le mur et l'encadrement, comme pour bloquer la sortie, une mise en scène. J'ai senti une bouffée glaciale me parcourir l'échine. J'avais un petit spray au poivre accroché à mon trousseau de clés. Je l'ai sorti, levé devant moi sans viser, juste pour lui montrer, une sorte d'avertissement silencieux. Il ne bougea pas, il ne dit rien, il me laissa passer, comme s'il attendait que je le voie, comme si le but c'était que je ressente la peur.
Je n'ai pas osé me retourner. J'ai traversé le hall, ouvert la deuxième porte de sortie et quitté le bâtiment à grands pas. Mais à peine avais-je atteint la moitié du chemin vers Magnolia Hall que le son caractéristique de pneus crissant sur le bitume m'a fait sursauter. 3 autres personnes, masquées elles aussi, sont arrivées à vélo à ma hauteur. Ils se sont mis à me suivre en riant. Ils lançaient des phrases indistinctes, moqueuses, sifflées. L'un d'eux brandissait ce qui ressemblait à une arme, peut-être un faux pistolet, peut-être pas. Je ne leur répondais pas. Je faisais semblant de ne pas entendre, priant intérieurement pour qu'ils ne me touchent pas. Ils restaient à distance, à peine à portée de main. Enfin, j'ai atteint Magnolia. J'ai envoyé un message à un ami, le suppliant de venir me chercher. Il a accouru et m'a raccompagné jusqu'à Chestnut. Les masqués avaient disparu. Je n'ai pas appelé la police. Je n'avais pas été agressé physiquement. Mais la peur, elle, était bien réelle, dévorante. Le lendemain, j'ai tout raconté à ma mère. C'est elle qui a contacté les autorités. Plus tard, plusieurs de mes amis, des garçons cette fois, m'ont dit avoir été approchés eux aussi par ces individus. Certains portaient des armes, ou ce qui y ressemblait fortement. Aucun blessé, heureusement. Mais assez de témoignages pour que la police du campus commence à prendre l'affaire au sérieux. Personne ne sait exactement qui c'était. Peut-être des gamins des quartiers voisins. Peut-être autre chose. Mais une chose est sûre, ils n'étaient pas censés être là. Et depuis ce soir-là, je ne rentre plus jamais seul. Jamais. Cette histoire remonte à 2 étés en arrière. Je sortais encore avec Amanda à l'époque et pendant longtemps je n'en ai parlé à personne. Pas par honte ou peur du jugement, non, mais parce que je redoutais d'exposer malgré moi son intimité ou celle de sa famille. Maintenant que nous ne sommes plus ensemble depuis plus d'1 an, je pense pouvoir enfin mettre des mots sur cette nuit. Amanda travaillait comme animatrice dans un camp de vacances en ville. Un boulot saisonnier, à presque une demi-heure de route de son quartier cossu. Elle adorait ce travail, même si, je l'avoue, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Elle avait des ambitions brillantes, un futur tout tracé. Ce job de camp, je le voyais comme un détour en bas-côté, mais bon, ce n'était pas à moi d'en juger. Sa maison, quant à elle, était à l'image du quartier, imposante, 3 étages, plafond cathédrale, jardin digne d'un magazine déco, le genre de lieu parfait pour accueillir une fête. C'est d'ailleurs là que les animateurs décidèrent de célébrer la fin de l'été. Ce n'était pas la première fête qu'elle hébergeait, mais c'était la première à laquelle j'assistais. Ses parents étaient absents ce week-end-là. En réalité, ils étaient souvent absents. Leur dynamique familiale avait toujours été étrange, presque mécanique. Amanda, sa mère et son père ressemblaient davantage à 3 collègues partageant une start-up qu'à une famille. Chacun calculait ses mots, ses gestes. Tout semblait transactionnel. Je ne veux pas être trop dur. Son père était plutôt détendu. Et honnêtement, il me manquait un peu. Mais les tensions entre eux formaient une toile de fond impossible à ignorer. La fête battait son plein. Il y avait du monde partout, dans le salon, le jardin, autour de la piscine. L'ambiance était agréable, sans débordement, sauf pour un élément perturbateur, Pete. Dès son arrivée, quelque chose chez lui m'a crispé. Trop à l'aise, trop sûr de lui et beaucoup trop proche d'Amanda. Ce n'était pas de l'amitié innocente, non. C'était du flirt pur et simple, et il ne se donnait même pas la peine de le dissimuler. J'ai essayé de me contenir. Amanda et moi étions ensemble depuis un moment, et même si je lui faisais confiance, son attitude parfois trop avenante avec certains me mettait mal à l'aise. Une vieille blessure dans notre couple qu'on évitait soigneusement. Alors j'ai fait ce que tout mec un peu orgueilleux aurait fait, j'ai changé de stratégie. Plutôt que de confronter Pete ou de faire une scène, j'ai décidé de le saturer d'alcool. Je me suis montré exagérément amical, lui tendant un verre dès qu'il en terminait un. On a ri, parlé, trinqué, et peu à peu il a commencé à perdre pied. Ce que Pete ne savait pas, c'est que malgré mon apparence de jeune homme frêle, mon métissage irlando-mexicain me conférait une tolérance à l'alcool presque surnaturelle. Mon plan a fonctionné mieux que prévu. À minuit, Pete dormait, la bouche ouverte, affalé sur le canapé du sous-sol, une tache de bave s'étalant lentement sous sa joue. Je jubilais intérieurement. Mais Amanda, elle n'était pas dupe. « Tu l'as fait exprès, pas vrai ? » « Quoi ? Bien sûr que non. » Après quelques échanges tendus,
J'ai fini par avouer à demi-mot que j'avais peut-être un tout petit peu précipité les choses. Elle était furieuse, pas au point de me quitter sur le champ, mais assez pour gâcher un peu la fête. On s'est éloignés chacun de notre côté, elle est montée dans sa chambre. Moi, je suis sorti prendre l'air. Le contraste était saisissant. À l'intérieur, musique, cris, rires, bouteilles qui s'entrechoquent. À l'extérieur, un calme lunaire. Je me suis appuyé contre sa voiture, les yeux levés vers le ciel étoilé, cherchant à faire redescendre la pression. C'est là que je l'ai vu. Une silhouette, debout à l'extrémité de la propriété. Immobile, presque fondue dans l'ombre d'un lampadaire. Je l'ai fixée un moment, essayant de distinguer ses traits. Elle ne bougeait pas. Puis, mu par un mélange d'ivresse et de témérité, je me suis approché. « Je peux vous aider ?» Pas de réponse. Puis il a fait quelques pas vers moi. C'était un homme, mais je ne distinguais toujours rien de son visage. Sa voix, quand elle est sortie, était froide, neutre. « Vos parents sont-ils à la maison ?» Une simple question, mais sa manière de la poser, comme s'il connaissait déjà la réponse. Avant que je puisse répondre, il a repris. « Les parents d'Amanda sont là ?» Il connaissait leur nom. Je lui ai menti affirmant qu'ils étaient bien à l'intérieur, même si au fond j'avais le sentiment qu'il savait que je mentais. Il hocha simplement la tête. D'accord. Puis il fit demi-tour et s'éloigna à pied dans la nuit. Pas de voiture, pas de maison voisine. Il disparut dans l'obscurité. Je suis resté là, quelques secondes à scruter le néant. Puis j'ai haussé les épaules et suis retourné à la fête. Je me suis réfugié au sous-sol où je jouais mollement au ping-pong avec deux autres invités. C'était plus calme, moins étouffant que l'étage. Un peu plus tard, la sonnette retentit. Un détail qui n'aurait pas dû m'alerter, mais Amanda avait été claire en début de soirée. Tout le monde devait entrer par la porte arrière. La sonnette était à l'avant. Personne n'était censé passer par là. Un déclic s'est fait dans ma tête. J'ai gravi les marches en vitesse. En passant devant la chambre d'Amanda, je l'ai vue affalée sur son lit, profondément endormie. J'étais peut-être le seul sobre encore debout. Arrivé à l'entrée, une fille du nom de Bella était là, titubante. Je lui ai demandé qui avait sonné. « Un vieux », répondit-elle, la voix pâteuse. Il disait qu'il connaissait la famille, qu'il devait rendre un truc. « Tu l'as laissé entrer ?» Elle haussa les épaules avec l'élégance d'un pigeon saoul et s'éloigna en riant. J'ai foncé à l'étage, dans la chambre des parents. Les tiroirs étaient ouverts, les boîtes à bijoux vides, le placard retourné. On venait de les cambrioler. Je m'apprêtais à faire demi-tour pour appeler la police, mais un mouvement, un reflet dans le miroir, attira mon attention. Quelqu'un venait de se glisser hors de ma vue dans mon dos. Je me retournai. Trop tard, l'homme me sauta dessus. Le choc fut brutal. Il m'avait pris par surprise, bondissant depuis l'angle mort révélé par le miroir. J'eus à peine le temps de tourner la tête qu'il m'avait déjà plaqué au sol. L'air s'échappa violemment de mes poumons alors que mon dos heurta les lattes du parquet. Tout s'effondra autour de moi. J'étais cloué, incapable de reprendre mon souffle, de réfléchir. L'homme s'agrippait à mon t-shirt, comme s'il voulait me déchirer la poitrine à main nue. Ce n'était pas un simple voleur. Son regard, ou du moins ce que je devinais à travers l'obscurité, n'avait rien de rationnel. Ce n'était pas un cambriolage, c'était personnel. J'ai rassemblé toute l'énergie qu'il me restait, pas par force, par instinct. Une poussée désespérée, alimentée par l'adrénaline et la peur animale. Je l'ai repoussé. Il perdit brièvement l'équilibre, ce qui me permit de rouler sur le côté. Mais au lieu de me contre-attaquer, il bondit vers la fenêtre ouverte. Il ne fuyait pas comme un homme traqué. Il s'échappait comme une ombre qui n'avait jamais été là. En un seul mouvement fluide, il enjamba l'encadrement, s'élança sur le toit adjacent, puis retomba dans l'obscurité de la cour latérale. J'ai couru vers la fenêtre juste à temps pour le voir disparaître dans la nuit. Je suis resté là, les bras tremblants, incapable de formuler une pensée cohérente. Pas de cri, pas de poursuite, juste un vide après le chaos. Quand j'ai enfin repris mes esprits, j'ai su que je ne voulais plus porter cette nuit tout seul. Alors j'ai appelé la police, pas pour des déclarations, pas pour porter plainte, mais pour qu'ils virent tout le monde. Je n'étais pas d'humeur à jouer les hôtes bienveillants. Quand les officiers sont arrivés, l'ambiance avait déjà viré au cauchemar. Certains invités vomissaient dans les massifs du jardin. D'autres s'étaient endormis dans des endroits improbables. Les policiers qui connaissaient la famille d'Amanda n'ont pas fait dans le zèle. Pas d'arrestation, pas d'interrogatoire. Juste des injonctions calmes mais fermes à vider les lieux. J'ai remercié les agents du regard.
Puis je suis descendu au sous-sol. Pete dormait encore. Je l'ai réveillé sans ménagement. « Tu dois partir. Appelle un Uber. » Maintenant, il a grogné quelque chose d'incompréhensible, s'est redressé, a vomi par terre, puis s'est recouché avec une nonchalance surréaliste. Finalement, il sortit son téléphone et appela une voiture. J'étais déjà retourné à l'étage quand il est parti. Le matin suivant, Amanda s'est réveillée avec les cheveux en bataille et une migraine tenace. Elle ne se souvenait de rien, mais elle a dû appeler ses parents. Il le fallait. La nouvelle est tombée comme une enclume dans leur oreille. Ils étaient furieux, pas seulement pour les objets volés, mais pour l'irresponsabilité de leur fille, la légèreté avec laquelle elle avait transformé leur maison en boîte de nuit sans surveillance. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas leur colère, c'est l'indifférence d'Amanda. Elle haussa les épaules, comme si tout cela ne la concernait pas vraiment. Comme si les bijoux volés, les tiroirs retournés ou l'homme qui m'avait presque étranglé dans la chambre de ses parents n'étaient que des bruits de fond dans sa vie bien remplie. Ils n'appelèrent même pas la police. Aucune plainte déposée. Pas de caméra dans la maison. Trop d'alcool, trop de témoins flous. Ils considéraient que ce serait une perte de temps. Et moi, je restais là, à me demander comment cet homme savait-il que ses parents n'étaient pas là. Quelqu'un l'avait informé, ou bien il les connaissait personnellement. Et si c'était le cas, que faisait-il réellement dans la chambre? Ce soir-là, j'ai compris quelque chose de glaçant à propos d'Amanda. Sa désinvolture, son détachement, son absence totale de sens du danger. C'était un signal d'alarme que j'aurais dû prendre au sérieux plus tôt. Mais l'amour rend aveugle, et le passé, lui, est toujours plus clair quand on le regarde en arrière. Et si le plus terrifiant dans toutes ces histoires, ce n'était pas ce qui est arrivé, mais ce qu'on n'a jamais pu expliquer? Qui était cette ombre dans la maison? Comment cet homme connaissait les parents d'Amanda? Pourquoi ce masque, ce silence, cette mise en scène? Le vrai cauchemar commence quand l'histoire s'arrête. Si ce récit vous a captivé, pensez à vous abonner, car d'autres histoires tout aussi authentiques et saisissantes arrivent très bientôt. Merci d'avoir écouté, et souvenez-vous, parfois la réalité est bien plus effrayante que la fiction. Abonnez-vous à la chaîne, à très bientôt pour un nouveau frisson.